Vous êtes très nombreux les amis à vous poser la question de comment entreprendre et partir vivre à l'étranger. C'est vrai que l'objectif notamment de créer un business en ligne, c'est de pouvoir attraper comme ça à bras le corps cette envie de voyage et cette liberté géographique. Et donc vous êtes très nombreux à vous poser la question, mais Enzo, comment s'est passée ton expatriation, comment tu as fait et surtout pourquoi tu l'as fait. Parce que j'aimerais vous partager bien évidemment comment je l'ai fait. Je vais vous donner 4 à 5 étapes là, que j'ai notées sur mon petit cahier sur les process selon moi qu'il va falloir que tu entreprennes pour pouvoir préparer ton expatriation et pour pouvoir la réaliser. Et également pourquoi le faire, parce que je pense que c'est une décision que je n'ai pas forcément très mûrie, mais qui doit en tout cas se réfléchir, savoir pourquoi on le fait. Et voilà, le fait d'avoir les raisons du pourquoi, ça va vraiment t'aider aussi à trouver l'endroit où tu veux partir. Donc je pense que c'est très important. Comme tu le sais certainement maintenant, ça fait plus de 2 ans aujourd'hui que je vis en Thaïlande, à Bangkok. J'ai voyagé un peu partout sur la planète, plus de 3 continents. On a dû faire à peu près 26 pays, quelque chose comme ça, depuis que j'ai créé mon business en ligne. Et l'objectif, c'était surtout de trouver un endroit où s'arrêter, un endroit où se poser, un endroit dans lequel je me sens bien, un endroit dans lequel je puisse travailler, mais je puisse également vivre et pourquoi pas créer mon futur foyer. Je savais pas trop quel style de vie je voulais. Au début, je pensais beaucoup à faire 3 mois par-ci, par-là, à voyager non-stop. J'ai voyagé pendant très longtemps 1 mois. Donc, j'arrêtais dans un pays, je m'arrêtais pendant 1 mois. Si ça me plaisait, je faisais 2 mois, comme ça a été le cas par exemple au Canada. Et puis ensuite, je repartais dans un autre pays, je refaisais 1 mois, etc. En Thaïlande, j'ai fait ça dans plein d'endroits différents, dans le nord, dans le sud, etc. Et donc, l'idée, c'est vraiment de trouver l'endroit où tu te sens bien, c'est vraiment de kiffer. Au début, c'était vraiment de faire vraiment le trip nomade digital. Et puis après, c'était vraiment de s'installer quelque part. Surtout, quand j'ai commencé à me mettre en couple, je voulais vraiment avoir un petit chez moi. Je voulais vraiment avoir plus de stabilité à deux que tu peux pas toujours avoir en voyageant non-stop. Et puis bon, le voyage, c'est super, mais je me voyais pas avoir une vie de nomade pendant très très longtemps non plus. Je voulais vivre des expériences, mais après, je voulais m'installer, construire à un endroit. Il faut savoir aussi, je pense que pour le business, le fait d'être 100% nomade, t'es pas non plus 100% hyper efficace. Bref, ok, vous avez le pitch, vous savez un petit peu où on va à la fin de cette vidéo. Je vais te donner une méthode, 4-5 étapes dans lesquelles c'est important de passer pour t'expatrier et surtout comment est-ce que j'ai fait pour m'expatrier en Thaïlande, aussi bien en termes de visa que de légalité, que de vie et tout ça. Donc, je vais te donner tout ça à la fin. Et puis, au début, on va parler un petit peu du pourquoi je me suis expatrié et également un petit peu pourquoi la Thaïlande. Avant ça, les amis, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, activer la cloche du lundi au jeudi. On a 2 vidéos à 17h30 qui sortent dans lesquelles on parle de business en ligne, d'e-commerce, de marketing et bien évidemment de développement personnel avec un seul objectif, vous aider à devenir libre grâce à votre business en ligne. Activez, c'est juste en dessous. La première raison pour laquelle je suis parti à l'étranger et je ne suis pas resté à Paris, là où j'étais juste avant de quitter mon boulot et de partir, c'était pour une question de coût. En fait, j'avais 10 000 € et tu te rends très vite compte que tu as 2 possibilités. Ou tu dépenses moins, d'accord, ou tu gagnes plus. Et pour créer ton entreprise et développer ton business, il fallait que je puisse sacrifier quelques mois de salaire. C'est-à-dire, ok, si j'ai pas de rentrée d'argent parce que je vais développer mon business pendant 3 mois, est-ce que c'est grave ? Il fallait que je puisse tenir avec mon argent le temps que mon activité se lance, le temps que mon activité démarre, le temps que mon activité soit capable de générer des revenus. Parce que clairement, quand tu es débutant et que tu te lances, espérer pouvoir toucher un revenu convenable dès le début, c'est un petit peu une utopie, tu vois ce que je veux dire. Et donc, j'avais anticipé un petit peu le coup et je me suis dit, ok, c'est très simple. En gros, quand tu crées une entreprise, l'idée c'est vraiment, en tout cas dans ma vision, c'était minimiser tes dépenses potentielles pour pouvoir maximiser ton investissement dans ta boîte et avoir plusieurs cartouches à tirer. Je te donne le tableau. Je reste à Paris. Paris me coûte en moyenne 2 500 € par mois minimum, même en rétrécissant les frais pour vivre. Ok ? Et tout simplement 2 500 €, j'avais 10 000 €, je pouvais tenir 4 mois. Il fallait donc qu'en 4 mois, je crée un business et qui se développe et qui me permette de vivre. Okay ? Et sinon, j'allais être à zéro. Et puis, clairement, quand il te reste plus que 2 500 € sur ton compte en banque et que tu n'es pas en train de faire de l'argent, ça te met un stress incroyable et tu es mal dans tes baskets. Bon, déjà, j'avais aussi envie de voyager de ouf et c'est vrai que ça a complètement influencé ça, mais je me suis dit, si tu es en Thaïlande et que tu vis pour 1 000 € par mois, tu as 10 mois pour développer ton activité. Tu peux donc te permettre de lancer plus de projets et si ça se casse la gueule, c'est pas grave. Tu peux encore avoir d'autres chances à jouer.
Moi, j'étais vraiment dans cette vision du chinois, c'est-à-dire que tu lances 10 projets, dans les 10 projets, il y en a bien un qui va finir par marcher, et puis par effet boule de neige, tu vas réussir à y arriver. Mais dans cette cas de figure, il faut du temps et de l'argent, et donc de l'argent, tu vois. Et donc, mon idée, c'était de minimiser son coût de la vie, mais quand même de continuer à vivre, parce que si c'était pour vivre comme un gitan, vraiment dans des conditions dégueulasses, dans lesquelles tu fais attention à l'argent pour la bouffe et tout, machin, fallait quand même garder des conditions de vie. Et quoi de mieux que les pays en voie de développement pour faire ça? C'est-à-dire que tu vas en Thaïlande, tu dors pour 20 ou 15 euros par nuit dans un truc où tu as une piscine, tu vas pouvoir manger pour 1-2 euros par repas, et tu kiffes, tu vas aller au massage pour 5 euros. Donc, c'est-à-dire que tu as un coût de la vie qui est très faible et en même temps, tu as un lifestyle qui est énorme et qui va du coup continuer à te motiver pour développer ton entreprise. Donc, selon moi, cette idée, surtout pour le type de business qu'on fait où c'est un peu solopreneur, où au début, il faut vraiment charbonner, développer ton truc, je pense que c'est très bien. Parfois, c'est intéressant de rester dans des grandes places comme Bangkok, Shanghai, New York, Pékin, Paris, tu vois, puis de rencontrer des investisseurs et puis de pitcher. Mais nous, c'est vraiment pas le cas de figure des business qu'on développe au début, surtout pas au début. Et donc au début, ce qu'il te faut, c'est de grinder, mais en même temps avoir une qualité de vie qui est cool. Et les pays en voie de développement, type la Thaïlande, c'est vraiment génial pour faire ça. Donc j'ai fait un peu les pays de l'Est et tout en Europe, mais je suis vite parti en Thaïlande et j'ai vite pris le virus. Comment ça s'est passé du coup? C'est que tu pars d'abord 2 mois un peu en mode sac à dos, en mode vacances. Je voulais faire mon premier voyage de nomade digital. Et après, tous les voyages qu'on suivit, c'était un peu le même délire. C'est-à-dire que j'avais mon sac à dos dans lequel il y avait tout, il y avait mon ordinateur, il y avait à peu près une semaine et demie de fringues, très très minimaliste. Hein. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le mode de vie minimaliste, ce concept aussi bien au niveau de tes affaires personnelles que tu détiens, mais également au niveau pensée, au niveau liberté, au niveau légèreté que ça pouvait dégager. J'ai clairement commencé à adhérer à ce mouvement à ce moment-là. Bon, parce que tu n'as pas trop le choix non plus. Tu veux pouvoir voyager facilement, être libre, être léger et pas payer de supplément bagage quand tu voyages dans des petites compagnies dégueulasses. Bref, du coup, je me baladais avec mon sac à dos et j'ai fait comme ça pas mal de pays d'Asie du Sud-Est. J'ai fait également l'Amérique du Nord. J'ai fait pas mal de pays en Europe de l'Est. J'ai fait également un tour en Blablacar en France. Bref, j'ai voyagé un petit peu partout à la recherche d'expérience et également à la recherche de où est-ce que je vais m'installer et comment est-ce que ça va fonctionner. Mais tout doit d'abord démarrer, selon moi, d'un espèce de voyage en touriste pour voir si, en tant que touriste, déjà, tu te sens bien, quelles sont les conditions, comment ça fonctionne. Après, moi, je voyageais pas vraiment comme un touriste. Comme je t'ai dit, l'objectif, c'était de se poser pendant un mois et moi, j'avais toujours ma routine de travail. Donc, en général, je bossais comme un malade le matin et puis l'après-midi, c'était un peu plus cool. Je me baladais un petit peu, je visitais un petit peu et une journée par semaine, en général, j'allais visiter. Que ce soit les temples, que ce soit prendre un vélo, que ce soit aller courir, que ce soit aller marcher, voir un peu comment tu te sens dans l'environnement. Bien évidemment, je continue à essayer de faire des connexions. Donc, les groupes Facebook, par exemple, tu vas prendre Digital Nomads in Chiang Mai, tu vois. C'est un groupe, par exemple, qui recense tous les nomades digitaux qui sont à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Bon, ce type de groupe, en fait, de touristes, mais en même temps de gens qui vivent sur place, ça devient un peu tes meilleurs amis. Et tu te mets un petit peu à chercher pour rencontrer des gens qui sont un peu dans le même délire que toi, qui font un petit peu ce que tu as envie de faire ou qui en sont à peu près au même stade que toi en ce moment. Le fait de rencontrer d'autres gens avec les mêmes problématiques ou d'autres gens qui sont plus avancés que toi va également t'aider dans ta réflexion. Clairement, mon expatriation, c'est un petit peu comme si je l'avais vécu avec tous mes potes qui étaient déjà expatriés. Chacun te partage un petit peu son expérience de vie, se partage un petit peu ses décisions, pourquoi est-ce qu'il est parti, comment est-ce qu'il a fait, où est-ce qu'il a créé son entreprise, comment est-ce qu'il fait pour continuer à gérer ses business, comment ça marche d'un point de vue légalité, d'un point de vue facturation, d'un point de vue administratif, etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de problématiques quand on veut commencer à s'expatrier. C'est parfois très simple, c'est parfois un peu plus compliqué, mais en tout cas, le fait d'avoir rencontré plein de gens qui l'ont fait, le fait d'avoir discuté avec plein de gens, ça m'a aiguillé déjà sur les raisons pour lesquelles je voulais vraiment partir et sur comment le faire. Donc je t'invite à démarrer un peu la même démarche. D'abord de partir un peu plus ou moins longtemps dans le pays et puis ensuite de commencer à rencontrer des gens qui l'ont fait pour pouvoir questionner un peu et avoir le feedback. Sachez également que c'est quand même très personnel, c'est quand même très subjectif et que clairement, si votre première raison pour vous barrer de la France, c'est uniquement de payer moins d'impôts, vous allez vite être triste parce que les désavantages potentiellement que vous allez vivre dans le pays dans lequel vous êtes parti uniquement par rapport à cette baisse d'impôts qui peut être très important mais qui est négative dans ta première année d'activité si tu crées seulement ton business, ce sera vraiment pas intéressant. Vu qu'il y a encore quand même pas mal d'avantages en termes de création et tout ça en France, tu pourrais très bien la première année de ton entreprise entreprendre en France et payer vraiment très peu de taxes, etc. Donc si c'est ta seule raison pour partir,
clairement, je pense que c'est pas suffisant. Oublie, il faut vraiment qu'il y ait une philosophie de vie derrière, t'installer potentiellement, en tout cas selon moi, à moyen terme. Et en fait, moi, c'est vraiment l'environnement, c'est vraiment l'énergie, c'est vraiment les gens, c'est vraiment le mode de vie. À l'étranger, en général, quand tu rencontres des étrangers ou quand tu rencontres des Français, ils sont pas là pour rien. Déjà, ils sont partis de chez eux, donc ils ont des histoires à te raconter. C'est toujours des gens, j'ai l'impression, qui ont une vie un peu folle. C'est toujours des gens qui ont vécu un peu à 6000 à l'heure. C'est forcément des gens avec lesquels tu partages des choses. C'est des gens qui te laissent rêver. C'est des gens qui te laissent partir à l'aventure. C'est des gens qui vivent eux-mêmes des aventures. C'est très… Le fait d'avoir pris de la distance sur la France, tu te rends vraiment compte qu'en France, c'est quand même réel. Ce côté où tout le monde juge tout le monde, ce côté où tout le monde essaye de t'entasser, d'être négatif, de te minimiser, etc. Que tu ressens beaucoup moins à l'étranger. Alors, ou parce que dans tous les cas, à l'étranger, tu rencontres tellement de nouvelles personnes que tu n'as pas vraiment le temps de retrouver ça, ou parce que c'est vraiment propre aux Français et que finalement, ça existe beaucoup moins à l'international. Alors, je pense que c'est quand même humain et il y en a partout, mais c'est vrai qu'en voyage, à l'étranger, tu vas avoir tendance à rencontrer des gens peut-être qui te ressemblent plus. Tu as changé complètement de réseau et c'est certainement différent en tout cas. Et c'est vrai que les rencontres que j'ai faites sont vraiment incroyables et mémorables. Et même s'il y a des gens, je les connais que depuis 1 an et demi ou depuis 2 ans, j'ai vraiment créé des relations qui sont puissantes, qui sont intenses, qui sont fortes et qui me donnent envie de les vivre au quotidien et qui me donnent envie de passer des moments avec ces gens-là. Et c'est vraiment incroyable. Donc c'est vrai que l'autre raison forte pour moi, ça a été le réseau, ça a été les gens, ça a été la façon de vivre. Je voulais vivre au soleil. Je suis né dans le nord de la France, j'ai grandi dans le nord de la France et partir le matin, il fait noir, il fait froid, rentrer le soir chez toi, il fait noir, il fait froid, t'as pas l'impression de vivre et j'en pouvais plus. C'est peut-être différent pour ceux qui sont du sud de la France ou que ceux qui sont dans le nord de l'Afrique ou peut-être la vie est différente, mais en tout cas le nord de la France, j'en pouvais plus, je voulais voir autre chose. Le fait de parler plusieurs langues, mon niveau d'anglais a explosé, mon niveau de tolérance, mon niveau d'ouverture sur plein de sujets, l'aventure, la psychologie, la connaissance de soi, l'amour, les religions, je sais pas, je me suis intéressé à tout, je me suis cultivé dans plein de domaines, la tolérance, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, l'étranger m'apportait tout ça et je voulais faire de ça ma vie et je voulais surtout recréer ça pour mes enfants plus tard. Donc voilà, je sais que c'est un petit peu long, ce côté pourquoi les amis, mais je pense que c'est très 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 important de clarifier les choses et de le visualiser. Bien évidemment, en tant qu'entrepreneur, facilitation administrative, payer beaucoup moins de taxes, être beaucoup plus souple, pouvoir jouer sur les lois de différents pays. Bien évidemment que c'est vraiment important et que c'est vraiment intéressant. Par contre, selon moi, ça ne doit vraiment pas être la raison numéro 1 qui va vous motiver à vous barrer. Okay, sauf si vous gagnez déjà 1 million d'euros et vous faites défoncer par le fisc. Voilà pour le pourquoi, les amis, c'est selon moi très important. Ensuite, du coup, comment est-ce que j'ai fait pour m'insérer en Thaïlande? Donc, première des choses, il faut savoir, et ça sera vraiment différent par rapport à chaque pays, que en fait, eh bien, c'est super chiant d'essayer de rester dans un pays au niveau des visas et tout ça. Il y a énormément de procédures administratives. On n'est pas vraiment conscient de ça parce qu'on est français, on a un visa qui est peut-être le 2e ou le 3e visa le meilleur au monde. Et quand tu arrives partout, on ne te demande rien. Tu as juste qu'à tamponner, puis tu as 1 mois gratuit. Mais il faut savoir que quand tu veux rester sur place, quand tu veux rester dans un pays, que tu veux voyager un petit peu partout, eh bien, les visas, c'est vraiment quelque chose de compliqué. La Thaïlande, c'est cool. On a des bons accords avec la France. En général, tu vas venir, tu as 30 jours que tu peux renouveler. Donc, tu peux rester 60 jours en Thaïlande, juste avec ton passeport, et c'est cool. Potentiellement, tu peux renouveler ça plusieurs fois et puis rester plusieurs mois comme ça en Thaïlande sans vraiment avoir de papier, etc. Sauf que légalement, logiquement, je crois qu'on est limité à 2 comme ça, de visa touriste, et que tu ne peux pas logiquement faire d'affilée, etc. Alors, dans les faits, ça passe toujours. Hein, tu peux faire un visa touriste. Donc, c'est 2 mois. Et 2 mois, tu fais une extension 1 mois. Et donc là, il faut quand même faire la démarche avant de partir. Il faut faire la démarche à l'administration en France. Tu vas à l'ambassade, tu fais ton visa touriste. Et donc, tu auras 2 plus 1 mois que tu peux encore étendre, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc dans les faits, ça marche et tu peux déjà rester comme ça plusieurs mois. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai beaucoup voyagé en Asie du Sud-Est, mais j'avais une espèce de base à Bangkok. Et donc, je suis quasiment resté 1 an sans vraiment avoir de visa, en fait. Uniquement visa de touriste, comme ça, et je sortais tous les 30 jours du pays. J'allais me faire une semaine à droite, une semaine à gauche. C'est relou parce que tu te poses pas vraiment et que tu es tout le temps un peu en mouvement, mais c'était vraiment cool et j'ai pu découvrir beaucoup de choses. Par contre, clairement, si aujourd'hui tu viens avec un objectif de te poser, je t'invite à te faire un visa touriste et puis à rester au moins 3 mois dans le pays, au même endroit, commencer à trouver un petit peu ta routine. Après, tu peux faire également des visas d'1 an, par exemple en étudiant. Tu peux faire également des visas d'1 an. Il y a plusieurs moyens de faire comme ça, des espèces de visas d'1 an.
qui vont pas te coûter trop cher, qui vont pas être trop complexes. Mais en tout cas, voilà, je t'invite vraiment à checker pour un visa un peu long terme qui coûte pas trop cher, qui fait pas trop chier, type, effectivement, pourquoi pas un visa étudiant, pourquoi pas des visas de touristes que tu vas pouvoir cumuler un petit peu comme ça. Dans tous les cas, dans une première phase de découverte, visa de touriste à droite, visa de touriste à gauche, va vraiment déjà te permettre de voir un peu ce qui se passe et de voir un peu si ça te plaît dans le pays. Ensuite, pour rester plus longtemps, là, c'est compliqué et là, ça devient vraiment technique. Le premier truc, c'est il te faut un visa, du coup, au moins long terme, donc au moins 1 an. Moi, j'ai décidé de faire un truc, ce qu'on appelle le portage salarial, qui existe déjà en France, qui existe un petit peu partout, qui me permettait de clarifier plusieurs situations. De un, clarifier ma situation fiscale, ce qui est vraiment compliqué quand tu es expatrié, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc qu'il faut comprendre et qu'il faut vraiment réfléchir quand tu veux commencer à t'expatrier, quand tu as une société, quand tu as des sociétés, que tu fais de l'argent et tout ça, c'est cette vision de, où est-ce que tu veux être fiscalement imposable? Quelle est ta résidence fiscale? C'est vraiment le premier truc. Et je pense qu'il faut baser ta résidence fiscale dans le pays dans lequel tu vis. C'est selon moi très important. Beaucoup de gens ne le font pas, hein. Beaucoup de gens ont des boîtes à droite, à gauche et vivent un petit peu en mode nomade, payent des impôts nulle part et tout ça. Je pense que c'est assez risqué. Je pense qu'il faut payer des impôts quelque part dans tous les cas parce que tu vis dans le pays et parce que c'est comme ça qu'on fait. Bien évidemment, il ne faut pas payer trop cher, tu vois. Il faut donner un petit peu, mais pas trop. Et tu peux en fait mesurer, tu es capable quasiment de gérer ton niveau d'imposition si tu n'es pas trop mauvais. Et donc l'idée, c'est de s'installer fiscalement dans le pays dans lequel tu vis. Comme ça, tu es tranquille. Et notamment, par exemple, en Thaïlande, ça va te permettre d'avoir un visa. Donc moi, j'ai décidé le portage salarial. D'ailleurs, si vous êtes intéressés, les amis, par le portage salarial, contact@bettercolenso.com. On a développé une société qui fait du portage salarial et qui va vous permettre de devenir salarié thaïlandais, d'avoir un visa pendant 1 an et de rester tranquillement en Thaïlande. Si ça vous intéresse, dites-le moi juste en dessous dans les commentaires et contactez-nous par email. Je vous mettrai en relation avec mon associé. Et donc, du coup, on a développé ce truc-là parce que ça te permet du coup d'être fiscalement dans le pays, de payer tes impôts, d'avoir des fiches de paye, t'es clean, tu vois. T'es là, t'es bien et t'es dans le respect des lois, tu payes des impôts et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et ça, c'était vraiment important pour moi parce que j'en avais marre d'avoir une situation un petit peu bâtardée. On ne sait pas trop où tu vis, on ne sait pas trop où tu fais, on ne sait pas trop… Tu payes rien à personne et c'est un peu bizarre, tu vois. Donc moi, personnellement, j'avais décidé premièrement de me caler d'un point de vue fiscalité et imposition. Et donc, j'ai décidé de faire le portage salarial. En plus, ça donne un vraiment statut qui est cool par rapport aux banques. Tu es salarié, tu as un revenu, etc., etc. Donc dans les faits, c'est une boîte qui t'emploie, qui est en Thaïlande, et c'est toi qui payes avec ta société, hein, bien évidemment. Mais bon. En tout cas, c'est une situation qui est pas mal, c'est une situation qui coûte quand même très très cher, sachant que les intervenants par lesquels par exemple je suis passé moi me font payer pratiquement 800 € par mois de frais divers et variés, d'impositions diverses et variées. En fait, 800 €, ça comprend la marge de la boîte, ça comprend mes impôts, ça comprend plein de choses. Mais voilà, 800 € pour un salaire de 2500 € à peu près, 2500 $ pour être exact. C'est quand même pas rien et sur l'année ça fait quand même 8000 €. Donc c'est quand même une solution qui est très très coûteuse. Il y a des solutions qui sont beaucoup moins chères, comme par exemple de créer une boîte et tout. Mais c'est très facile, tu te fais prendre par la main, tu n'as rien à faire et c'est vraiment très solide. Donc dans la boîte qu'on a créée, on a repris exactement le même concept que fait la boîte, sauf qu'on fait payer beaucoup moins cher, à peu près 4500 € par an pour nos clients. Donc ça, c'est plutôt cool et si vous êtes intéressé, envoyez-nous un message. Du coup, c'est ça que j'ai décidé comme solution. Donc là, je suis salarié, tu as une situation qui est super clean et tu es parti pour 1 an et plus sans problème de visa. Tous les 3 mois, tu dois pointer à l'administration et puis c'est tout, quoi. Tu es vraiment bien, tu as des fiches de paye, tu peux facilement louer un appartement et tout ça. Tu as un compte en banque, enfin bref, je suis un local, quoi. La seule différence, c'est que je parle pas la langue, et que je mange pas épicé et que je vais pas voter. Mais en gros, ça a permis de caler la situation, fiscale plus résidence, visa et tout. Ensuite, ce qu'il faut vraiment que tu prennes en compte dans ton expatriation, c'est où est-ce que tu vas mettre ta société. Okay. Donc, un truc qui est intéressant avec la Thaïlande notamment, c'est que la Thaïlande ne regarde pas les revenus que tu fais à l'étranger. Tu peux vivre en Thaïlande, avoir des sociétés partout ailleurs dans le monde et la Thaïlande sans contrefiche. Et tu n'es pas imposé sur les revenus que tu génères à l'étranger. Ça, c'est un des gros problèmes avec la France en fait. C'est-à-dire que la France va te taxer d'office sur les revenus que tu vas générer sur tes sociétés à l'étranger. Et si tu ne les déclares pas, c'est mal. c'est mal. C'est vraiment, tu peux être attaqué là-dessus et tout ça, et c'est vraiment problématique. Et encore une fois, selon moi, l'imposition est beaucoup trop importante, pas du tout relative.
Et bref, ça c'est un autre débat, on n'en parlera pas dans cette vidéo, mais en tout cas, ils t'imposent sur tes revenus générés à l'étranger, et donc c'est problématique. La Thaïlande, pas du tout. Donc en gros, tu peux vivre en Thaïlande et avoir une boîte à Hong Kong, avoir une boîte aux États-Unis, avoir une boîte je sais pas où tu veux, tu vois, en Afrique, whatever. Et la Thaïlande s'en fout en fait. Donc tant que toi tu payes tes impôts, que tu as ton visa et que tout va bien pour toi, les revenus que tu fais à l'étranger, la Thaïlande t'impose pas dessus et te casse pas la tête avec. Donc tout simplement, moi j'ai décidé d'avoir une société aux États-Unis pour toutes mes activités qui sont connectées aux États-Unis, une boîte à Hong Kong pour tout le reste de mes activités, quoi, globalement, pour pouvoir facturer mes différentes prestations et pour pouvoir également porter l'e-commerce qui est bien évidemment très connecté avec la Chine. Et puis voilà, ça fonctionne bien, hein. C'est des boîtes qui en général ont 0% d'imposition sur tout ce qui est à l'export. Donc c'est l'inverse en fait que ce que je t'ai dit. La boîte aux États-Unis travaille pour tout ce qui est hors États-Unis et la boîte HK travaille pour tout ce qui est aux US. Tu as 100%, tu as 0% d'imposition sur tous les revenus que tu fais à l'offshore. Tu n'as pas de comptabilité à tenir, ou presque. À Hong Kong, il faut tenir une comptabilité. Maintenant, c'est devenu obligatoire. Mais en gros, c'est facilité. Tu peux créer ta boîte à distance, 100% en ligne. Et puis, ça marche bien. C'est des pays dans lesquels on peut avoir Stripe. Bon, même si ça se complexifie parfois. Mais en gros, tu peux avoir Stripe, donc tu peux avoir les mêmes moyens de paiement que d'habitude. C'est facilité. Tu n'as pas de phobie administrative. Tu payes des gens qui s'en occupent. Bien évidemment, ça demande des coûts. C'est à peu près 1 000 €, hein, peu importe où tu crées une boîte. J'avais également fait en Angleterre à un moment donné. Donc, et j'en ai également toujours une en Angleterre d'ailleurs, mais du coup, c'est 1 000 € à peu près pour la création de société totalement clé en main, complètement à distance, avec le compte en banque en général. Et ça marche bien comme ça. Ce qu'il faut ensuite réfléchir, c'est tout ce qui va être moyen, auquel tu n'avais peut-être aucune idée avant, de virements internationaux, de paiements internationaux, de management de ta money un peu partout. En gros, aujourd'hui, je suis dans la dynamique de dès qu'il y a une banque qui est accessible, dans laquelle tu peux créer un compte en banque et dans lequel ça marche bien, créer ton compte en banque tout de suite. En fait, il y a plusieurs opportunités comme ça que j'ai laissé passer. À un moment donné, il y avait la possibilité d'avoir un passeport Dubaïot, tu étais à distance, il n'y avait rien à faire, tu n'avais pas à te déplacer, tu avais vraiment un passeport, tu avais la résidence fiscale là-bas. J'ai pas pris l'opportunité tout de suite et puis les lois ont changé et l'opportunité a disparu. Donc maintenant, dès que j'ai la possibilité, je prends les opportunités qui viennent. Donc en gros, l'idée c'est d'avoir un maximum de comptes en banque partout. On ne sait jamais. Déjà, tu diversifies tes accès, etc. Et puis si tu as un compte qui ne marche pas, tu en as un autre qui fonctionne. Et puis comme ça, tu cloisonnes un petit peu tes activités, tu cloisonnes un petit peu tes comptes en banque et tout. Et ça marche plutôt bien. Donc, je t'invite à avoir un maximum de comptes en banque un petit peu partout et de diversifier un petit peu tes poches de revenus, tes poches d'épargne et tout ça. Première des choses. Deuxième des choses, c'est d'avoir des comptes sur, par exemple, des systèmes comme TransferWise. Alors, il y en a d'autres, mais TransferWise en tête de pro qui est certainement le meilleur. Donc ça, c'est des frais minimes sur tous les virements à l'international, sur tous les frais internationaux. Vraiment, vraiment cassés, hein. En gros, les banques traditionnelles, les banques en France te prennent un bras en charge et en frais. C'est de l'enculade, quoi, pure et dure. Et donc, quand tu passes sur des services comme TransferWise, c'est vraiment minimisé et ça te coûte que dalle. Que ce soit pour changer de devise, que ça soit pour envoyer à l'international à X ou Y. Parce que bien évidemment, quand tu viens à l'étranger, je sais pas, ici par exemple, faut faire un virement à une société thaïlandaise pour la maison, machin, etc. J'ai utilisé Revolut également, qui marchait plutôt pas mal. Mais en gros, il faut avoir des services spécialisés pour baisser tes coûts de virement. Quoi d'autre? Avoir des cartes aussi qui gèrent effectivement l'international, qui évitent d'avoir des frais. La Revolut Metal est pas trop mal. N26, je pense que ça reste une des meilleures banques aujourd'hui pour avoir mettre des coups de carte et pas avoir de frais. Pour retirer de l'argent, en tout cas, c'est les meilleurs. Retirer de l'argent avec le moins de frais possible, avoir le taux de change le plus proche du taux de change du jour. N26, pour l'instant, c'est les meilleurs, vraiment, vraiment. Et puis après, ouvrir des comptes dans des banques locales, faire des transferts internationaux et après utiliser ta carte locale. Voilà un petit peu comment s'est passée mon expatriation. Pour prendre des logements, il y a des groupes, hein, et je pense qu'il faut discuter avec un peu des agents immobiliers. Dans tous les cas, l'agent immobilier freelance sera certainement toujours le moins cher, je pense, au niveau des frais et au niveau de l'enculade. Les grosses agences sont peut-être à éviter, ou peut-être quand tu as trop de fric, pourquoi pas, mais c'est blindé de frais, je pense. Moi, j'ai réussi à trouver dans un premier temps en direct par moi-même sur Facebook.
Sur Facebook, il y a des groupes en Thaïlande hein, de mecs qui louent leur appartement, de mecs qui revendent leur lease, etc. J'ai trouvé mon premier appartement comme ça, j'ai négocié le prix en direct, j'ai payé 1 an en cash d'avance, ce qui m'avait permis d'avoir un loyer à 250 € sur mon appartement par mois, sur 1 an, dans mon immeuble toujours le même, celui avec la piscine, la salle de sport, tout le service de luxe. Ça, c'est également un énorme gros point, certainement, de t'expatrier et de vivre à l'étranger, c'est de vivre dans des conditions qui sont complètement différentes, qui sont beaucoup plus qualitatives, tu as beaucoup plus de services que chez nous pour un prix beaucoup moins cher. Et ça, c'est vraiment le kiff. Mis à part ça, sinon, je faisais mes bookings classiques. Hein. Agoda reste la meilleure plateforme, à mon avis, la moins chère au niveau des chambres d'hôtel pour les visiter. Airbnb de temps en temps pour des locations un peu plus longues avec négociation. Toujours demander un tarif au propriétaire dès que tu loues plus d'une semaine. Et puis ensuite, bah voilà, Facebook pour trouver ton truc ou passer par des agents immobiliers, demander un petit peu à des commerces locaux également qui sont peut-être en bas de l'immeuble qui t'intéressent s'ils n'ont pas une information sur un appartement qui est à louer. En général, c'est comme ça que j'ai fait pour l'instant et ça va un peu clôturer mon aventure en Thaïlande parce que bien dans quelques mois, je pars de Thaïlande. Si tu le savais pas, maintenant tu le sais. Ça fait 2 ans, c'était vraiment super cool. Mais voilà, aujourd'hui, maintenant, je suis avec une femme qui est dominicaine. Elle veut finaliser son diplôme, son master en coaching et elle veut le faire dans l'école qui est à côté de chez elle. Elle a une énorme opportunité pour pouvoir profiter également de plusieurs conférences, de plusieurs ateliers, de plusieurs animations qui vont vraiment être cool autour de son cursus. Donc, on va en République dominicaine. Je me suis donné au moins 6 mois. On fait un test de 6 mois en République dominicaine et puis on voit ce qui se passe. Moi qui voulais partir à la mer, ce ne sera pas à la mer, on va à Saint-Domingue. Et donc là, c'est reparti, il faut recommencer le process d'intégration. Donc je vais voir un petit peu, dans un premier temps, je pars en mode visa de touriste, hein, comme d'habitude. Je ne fais pas de démarche particulière, dans tous les cas, on a 1 mois quand on arrive dans le pays. Et puis après, je vais voir ce qui se passe, comment ça se passe. Je vais certainement un petit peu aller à l'ambassade, voir si je peux faire des visas. Normalement, ils sont pas trop emmerdants, c'est des politiques d'immigration qui sont plutôt cool. Ce qui arrive assez souvent dans les pays en voie de développement, ils te cassent pas trop les couilles, en gros. Et tu peux même renouveler ton visa alors que t'es pas censé le faire et tout, parce que c'est ok quoi. Tant que t'es là, tu dépenses du fric, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc là, voilà, je pars en République dominicaine, j'y vais avec un visa touriste. Je vais m'intéresser sur comment rester sur le long terme. Dans un premier temps, je vais essayer de rester les 6 premiers mois sans visa qui me coûte trop cher ou sans visa trop complexe. Et puis dans un second temps, je pense que je vais également essayer de partir sur une solution de portage salarial. Payer un petit peu d'impôts dans le pays, me verser un petit salaire. Et puis voilà, pouvoir créer mon compte en banque, pouvoir commencer à m'installer de façon sérieuse. Au niveau de l'appartement, on va passer par une agent immobilier qui est une copine de ma femme. On va trouver un appart, on va le prendre pour 6 mois dans un premier temps. Et puis après, on verra. Voilà, du coup les amis, j'espère en tout cas que cette petite vidéo dédiée à l'expatriation a répondu à votre question. Je pense que c'est Angèle qui m'avait posé cette question sur Insta. Dites-moi où les amis vous voudriez vous expatrier en mettant là juste en dessous dans les commentaires. Eh bien, quelle serait la ville qui vous donnerait envie si vous pouviez choisir aujourd'hui où est-ce que vous iriez vivre? Dites-nous tout ça en commentaire juste en dessous. Faites-moi péter les barres de pouces bleus, mettez-moi des cœurs, mettez-moi du love. S'il n'y a pas encore d'emoji sexe, mais vous pourriez le mettre, mettez-le également en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée. Bien évidemment, continuez à vivre votre vie à fond et à kiffer. Si vous avez envie de vous expatrier, barrez-vous, explorez un maximum le monde. L'apport, je pense que le voyage a sur nous est vraiment incroyable. En termes de business et en termes humains. C'est juste fou, donc bien profitez-en et barrez-vous. Profite là sur le lien juste en dessous, il y a notre nouvelle formation gratuite Réveiller le leader qui est en vous. Ce sont mes meilleurs conseils en termes de motivation intrinsèque pour réveiller le feu sacré qui est en toi, réveiller le leader qui est en toi, dépasser tes objectifs et tes projets. Tu as des exercices concrets que tu vas pouvoir réaliser, des questionnements, un coaching qui va te permettre de mettre le focus où il faut, de réveiller la motivation qui est ancrée en toi et de foncer pour passer ta vie à un autre niveau. C'est ma nouvelle formation gratuite, elle est disponible juste en dessous, premier lien. Fais-toi plaisir et bonne vidéo.